Salut à tous, épisode 17 avec Corandon Alpecin. Je vous promets que celui-là, il est pas mal du tout, avec des courses assez indécises, notamment cette fin de Tirreno Adriatico, donc profil 2013, avec un top 5 à aller chercher, une mission quasi impossible, une mission un peu moins impossible du côté de Milano Sanremo, puisque là on sait plutôt ce qu'on doit faire, juste pas se rater, c'est juste ça. Et puis après on ira avec Sam Omen et Remco Evenepoel sur Tour de Catalogne. On terminera l'épisode avec les 3 jours de Bruges-La Panne, voilà. On rentrera dans le dur au niveau des Flandriennes dans l'épisode qui suivra, le 18. On se rappelle qu'à l'épisode précédent, on a joué un Paris-Nice 2015, où on a fait un petit peu ce qu'on a pu, le classement final il est sous vos yeux, avec un Omen qui n'a évidemment pas su menacer un Bernal juste injouable, et par contre un Tony Galopin qui finalement prend un maillot vert, une victoire d'étape, un top 10. Allez, c'est assez correct pour Tony. Voilà, la marge elle est encore du côté de Omen, très clairement. Après il y a eu un petit bug de podium là, c'est assez rare. Donc voilà, c'est plutôt amusant. Lutsenko qui joue au magicien. Et puis du côté de l'Italie, on avait eu une victoire pour Mathieu Van Der Poel sur les Strade Bianche, c'est sa deuxième donc consécutive, avec un gros travail, un truc assez classique, pas d'échappée particulière, énorme travail de Van Barle puis Remco Evenepoel qui emmène de manière assez naturelle Mathieu Van Der Poel à la victoire. Ok, très bien. Et donc l'essentiel, il se jouait un petit peu ailleurs après ces Strade Bianche. C'était évidemment ce Tirreno sur lequel, donc profil 2013 comme je disais juste avant, Tirreno sur lequel honnêtement il y a fort à faire. On n'avait pas été ridicule sur le prologue. Ensuite il y avait 2 étapes, la 2 et la 3, sur lesquelles on s'en était sorti sans problème. On était allé prendre 2 victoires d'étape, et donc par le jeu des bonifications, et étant donné que l'écart de la première étape, contrairement par équipe, était assez faible, on avait réussi à aller prendre le maillot de leader avec Van Der Poel. Donc une équipe très costaude autour de notre leader là sur ce Tirreno. Elle était bien costaude. Là, attention, un premier petit rendez-vous entre Sagan et Van Der Poel. Peut-être que ce sera un des tubes de cette année. Je rappelle, on est en 2021 là dans la partie. Ça peut être un des tubes de l'année. Je dis ça, je dis rien. Et puis après, évidemment, il y avait eu par contre quelque chose d'un peu moins rigolo. C'était cette étape 4 sur laquelle, malgré toute notre bonne volonté et même quelques petits progrès de Van Der Poel, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Je vous avais parlé des petits progrès au niveau statistique de Van Der Poel. L'entraînement avait porté ses fruits. Il y aura prochainement une vidéo qui parlera de ça, mais j'ai pas encore le recul nécessaire. Il me manque pas mal de données pour pouvoir vous donner des trucs assez précis. Donc je préfère attendre un petit peu. Et je préfère pour la fin de semaine privilégier une vidéo de présentation des futurs championnats du monde là, qui auront lieu dimanche 29. Et puis aussi la petite vidéo Astana traditionnelle du dimanche. Voilà, allez, fin de la présentation. On rentre dans le vif du sujet. Étape 5. Elle est juste monstrueuse. Elle fait 230 km. On est sur des difficultés qui sont juste aberrantes, avec 2 murs pour terminer. C'est assez énorme. Je me suis dit, il faut devancer en fait. Quand on voit toutes ces difficultés, notamment le Passo Lanciano, cette grosse ascension que vous apercevez là, avant l'arrivée, avant les 2 murs d'arrivée, je me suis dit, il faut à tout prix devancer toutes ces ascensions là avec Van Barle et Remco, si je veux au moins qu'il en reste un des deux pour aider Van Der Poel dans le final. Et on sait à quel point
avoir un équipier dans le final de ce genre d'étape, c'est hyper précieux. Pas beaucoup de résistance de l'IA pour ce qui est de laisser partir pas mal de coureurs. On a aperçu aussi Bob Jungels, il y a comme ça un certain nombre de très bons coureurs qui sont partis en échappée, une jolie échappée, qui va jamais avoir un énorme écart. Le peloton il contrôle assez tranquillement l'histoire. On rappelle les hommes forts. Les hommes forts sont Geraint Thomas, Primoz Roglic, Tom Dumoulin, notamment. Hein. On a ces trois-là qui sont assez énormes. Jakob Fuglsang a aussi bien montré qu'il était pas si pourri que ça, même si on est en 3e année pour le jeu et que Fuglsang il subit toujours une petite obsolescence. Hein. Mais pour autant, il est là et bien là. Et voilà, il y a des petits départs et des velléités, c'est assez nerveux dans cette ascension du Passo Lanciano. Et évidemment, ça fait craquer certains. Donc à partir de là, l'échappée, elle éclate. L'échappée, elle est réduite, quasiment à néant. Et puis surtout, il y a des attaques. Il y a des attaques. C'est honnêtement, pour moi, cette étape 5 de Tirreno 2013, c'est digne d'un Giro. C'est digne vraiment d'une étape formidable de Giro. Tellement elle est, elle est incroyable. Elle est trop dure. C'est un truc de fou. On est là, on s'est accroché, mais comme des malades, pour essayer de survivre avec Van der Poel. Et ça a fonctionné. Sinchek a assuré une bonne protection, mais regardez derrière, Evenepoel, il est intercalé, mais les favoris sont devant. Hein. Les favoris sont devant. Hein. On s'est fait lâcher sur la fin du Passo Lanciano. Hein. Il y avait rien à faire. Il y avait strictement rien à faire. À partir du moment où vous commencez à avoir certains qui commençaient à rouler, c'est même pas la peine. Fuglsang, il était parti avec Roglic. Après, fort heureusement, il y a une accalmie au moment où les deux sont repris. Donc ça s'arrête un petit peu de rouler et ça nous permet de respirer un petit peu. Mais c'était terrible. Et l'étape 6 qui va suivre, vous allez voir, elle est encore plus folle. Elle est encore plus dingue au niveau de la difficulté. Quand on voit ce qui restera à la fin, c'est incroyable. Franchement, je remercie ceux qui m'ont proposé de jouer ce Tirreno 2013 parce que ça s'avère un profil mais juste exceptionnel d'une difficulté rarement rencontrée. Par exemple, on la compare avec Tirreno 2019, c'est vachement plus dur Tirreno 2013. Bon, voilà. Donc, on est dans le final. On va essayer d'être malin. C'est pas gagné. C'est pas gagné parce qu'au final, il y a quand même d'autres gens que nous qui cherchent à avoir la victoire d'étape. Au passage, à l'avance, je m'étais dit, si seulement tu arrivais à faire mal parce que Van der Poel est très endurant et que peut-être d'autres le sont moins, s'il y avait moyen de gagner du temps sur certains, tu parles. Rien à faire, les leaders sont là et bien là. Regardez, de toute façon c'est simple, les 5 qui vont se disputer la victoire, c'est Roglic, Thomas, Dumoulin, Van der Poel et Ion Izagirre qui est chez Lotto Soudal et qui est sur un super Tirreno là manifestement. On s'est fait damer le pion par Geraint Thomas. Je suis un peu vexé, j'avoue. Je suis un peu vexé. Jamais j'aurais pensé que Thomas allait pouvoir reprendre Van der Poel sur ce type d'arrivée. Et au final, je dois probablement avoir lancé mon sprint d'un petit peu trop loin. C'est sûr que après coup, je sais très bien ce qu'il fallait faire, mais c'est sur le moment que ça compte. Donc, sur le moment, on l'a pas prise. Voilà. Deuxième, il y a une petite bonif, mais rien de significatif vu le retard qu'on avait au général. Donc, il va falloir trouver un moyen sur cette terrible étape 6. Il va falloir trouver un moyen pour créer des différences. Voilà, pour créer des différences, on a le choix. Si on veut créer des différences, il faut essayer d'écarter, par exemple, un Ion Izagirre ou par exemple un Fuglsang. C'est quand même pas non plus une mince affaire, parce que
dopés par leur classement au général, les mecs ils vont pas baisser pavillon juste comme ça en claquant des doigts. Hein. Donc, vous avez vu, je fais partir Remco Evenepoel dans l'échappée. Il a le retard au classement général suffisant pour avoir le droit de partir, même il est pas ridicule non plus au général, hein, Remco, hein, sur ce Tirreno. Et ça commence à être l'éparpillement, et c'est que le début. Pour le moment, et évidemment le peloton, ça va. Le peloton est encore très très nombreux, très peuplé. Mais l'échappée, elle arrête pas de flinguer dans tous les sens. Il y a des relances, il y a des attaques. C'est assez énorme. Bah, du coup, ça permet pas non plus de prendre une trop belle avance. Surtout que derrière, ça roule pas mal. Il y a des murs partout hein, sur cette étape 6. Les murs sont omniprésents, ça n'arrête pas. C'est d'une violence incroyable, ce qui fait que moi j'essaye avec mes petits équipiers là de protéger Van Der Poel, tout en essayant de préserver Van Baarle, puisqu'il faudra qu'il serve à un moment donné. Mais je vais pas le faire œuvrer à 100 bornes de l'arrivée. Ce serait débile. Il faut attendre le bon moment. Donc on se retrouve avec un Remco qui se débrouille un petit peu tout seul, voilà, devant. On voit qu'il est loin d'être ridicule, hein. De toute façon, avec ces petits progrès là, et donc sa qualité globale, notamment sur les notes physiques, Remco Evenepoel, il est au taquet. Je lui parle de progrès, hein, peut-être que j'ai juste un tout petit peu spoilé. Il va progresser 2 jours plus tard, autant pour moi. Juste après Tirreno, il va y avoir une petite progression pour Remco Evenepoel. On pourra l'apercevoir sur le Tour de Catalogne. Astana roule très fort. Hein. On a un Magnus Cort Nielsen, je crois que ça nous parle un peu, qui est dans une forme olympique et qui travaille évidemment pour Fuglsang. Hein. Et c'est vraiment énorme. Regardez par exemple, il y a Roglic qui sort, il y a eu décomposition totale du groupe de favoris, là, c'est l'explosion. Vous avez vu combien il y a de mecs autour de Van Der Poel? J'ai été obligé de faire descendre Remco, tellement au final Van Baarle il s'est fait tuer sur quelques accélérations, il s'est fait complètement décramponner. Ah, et on a Astana qui relance encore, alors que Roglic a été repris. Roglic avait encore une fois été, c'est le maillot vert, hein. Il a encore été une fois assez offensif, Roglic. Fuglsang jamais en reste. Kwiatkowski, ça c'est mon petit regret. Kwiatkowski à un moment donné, il avait 1 minute de retard, il était un petit peu lâché. Et on n'a pas pu faire autrement que le laisser rentrer. Et ça, c'est toujours dangereux parce qu'on sait à quel point Kwiatkowski peut souvent être sur Tirreno dangereux, et en l'occurrence là, une menace parce que soutien de poids pour Geraint Thomas. Donc on va voir ce que ça peut donner. Est-ce qu'éventuellement on est capable de le relâcher ou pas? Ça va être toute la question. Mais ça n'a pas l'air de lâcher, hein. Vous avez vu, j'ai voulu aller glaner une seconde ou deux de bonification, et en fait je suis passé juste à la ligne qui était avant le sprint intermédiaire. J'ai vraiment déconné. Si on est hors du top 5 à 2 secondes près, je crois qu'on saura exactement d'où vient l'erreur, hein. Il n'y aura pas besoin de se trouver des fausses excuses, hein. Donc voilà, avec ce qui reste là, je suis confiant, je suis super confiant. Parce que honnêtement, est-ce qu'il y a un meilleur puncher là dans la partie? Est-ce qu'il y a un meilleur puncher que Van Der Poel pour essayer de régler ce groupe-là dans le groupe, regardez, réduit à une grosse dizaine d'hommes qui va se disputer probablement la victoire d'étape? Honnêtement, non. Il n'y a personne. J'ai pas le droit de perdre. J'ai vraiment pas le droit de perdre. Et regardez ce qui va m'arriver au moment où j'essaye de peut-être aller avec mon petit effort curseur, je voulais déstabiliser un peu. Punaise, je me fais retarder une première fois par le mec en jaune là, une deuxième fois par un autre coureur, donc grosso modo un attardé, un mec qui a un tour de retard m'a quand même bloqué. Alors on était vraiment dans l'hérésie la plus totale. Quand je militais une fois avec quelqu'un qui avait osé
dénigré ce que j'avais dit. J'avais dit, punaise, supprimez-nous-les, les mecs qui ont un tour de retard, supprimez-nous-les. Si ça impacte la course, c'est extrêmement gênant. Et puis quelqu'un m'avait dit, ouais, tu veux pas qu'en plus, je sais pas quoi. Ben non, mais honnêtement, ça gêne plus qu'autre chose. Les types qui ont un tour de retard, vous les effacez. Et puis c'est clair. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pénible. Ou alors vous les mettez en transparence. Et puis on voit qu'on peut les traverser entre guillemets. Mais comme d'ailleurs souvent c'est le cas dans PCM. Mais là, je l'ai un peu mal pris parce que ça m'a empêché de m'échapper. Et je sais que si je m'étais échappé, j'aurais sûrement fait mal à certains. Parce que ne me racontez pas qu'après 220 bornes, avec cette difficulté-là, il n'y a pas des mecs qui peuvent craquer, même parmi les meilleurs. Regardez, il y a le top 6 là. Il y a le top 6 de ce Tirreno qui est là pour s'expliquer dans les tout derniers kilomètres. Full Sang, manifestement, tente quelque chose. Mais regardez ce qui va lui arriver à Full Sang. C'est assez intéressant. Sur la contre-attaque, punaise, il est lâché. En fait, c'était un gros coup de bluff de Full Sang que cette attaque. Puisqu'au final, il lui restait plus grand chose. Il s'est fait lâcher. Et nous, cette fois-ci, on va pas se la faire raconter par Geraint Thomas. Faut arrêter maintenant. Issa Aguirre qui prend la 2ème place. C'est énorme. Donc, victoire d'étape pour Mathieu Van Der Poel. Retard pris par Full Sang sur les tout derniers kilomètres de l'étape. Il a craqué dans les 3-4 derniers bornes, Full Sang. C'est catastrophique pour lui parce que vous allez voir le classement. Vous allez voir le classement dans la foulée. Puis ça arrive, mais il y a des écarts sur cette étape-là, mais un truc de fou, quoi. Un truc de fou. C'est une des étapes les plus folles que j'ai pu jouer sur Pro Cycling Manager, toutes années confondues. Ouais, vous voyez, Full Sang, il sent le souffle là derrière la nuque. Il y a le souffle de Mathieu Van Der Poel. Parce que, évidemment, conformément à la tradition, ce Tirreno, il va s'achever avec un petit contre-la-montre de petite dizaine de kilomètres, tout petit peu moins. Le fameux traditionnel contre-la-montre de San Benedetto. Et donc, à partir de là, on va croiser les doigts. On va croiser les doigts. La note en prologue de Mathieu Van Der Poel est excellente. Elle est excellente et elle est carrément même meilleure que celle de l'ami Full Sang. Donc à partir de là, tous les espoirs sont permis. Ça peut se jouer sur la forme du jour. Vous avez vu Remco, comme il a performé. Je suis un poil déçu parce que j'aurais aimé qu'il prenne le meilleur temps intermédiaire. Il a fait 2ème à pas grand chose. Il nous a fait un joli, je sais pas si je dois l'appeler un contre-la-montre ou un prologue. Pour moi, c'est quand même un contre-la-montre court, voilà comment je dirais. Et Remco, il a fait un super petit contre-la-montre la finale. Et mine de rien, Van Der Poel, il est pas mauvais. Il est pas mauvais, son temps. On va vite voir. Moi, j'ai regardé les vitesses comparées en fait de Full Sang et Van Der Poel à des endroits similaires du parcours. Et j'avais sans cesse l'impression que Van Der Poel allait environ à 1 km/h plus vite. En tout cas, très souvent, c'était le cas. Et oui, ça se retrouve à l'arrivée. Alors, quand même, je vous ai laissé l'explication finale avant d'avoir le fin mot de l'histoire par rapport à la lutte pour la 5ème place. Remco, au final, fait 4. Tom Dumoulin s'impose. Est-ce qu'on est surpris? Non. Geraint Thomas s'adjuge la victoire finale. Et Mathieu Van Der Poel, de manière totalement héroïque, j'hésite pas à le dire, se chope une 5ème place qui est déjà, vu le plateau, vu les clients en face, vu la forme, visiblement en tout cas, la forme de ces coureurs, leur niveau de préparation, super perf. Très jolie performance de l'ami Van Der Poel. Et pour couronner un peu le tout, il y a ce classement par équipe qui est très bon signe. On a progressé. C'est là qu'on voit qu'en fait, en une année, on est une équipe qui est capable vraiment de tutoyer les meilleurs, alors qu'avant on était un peu des clowns, faut quand même le dire. Bon, allez, on enchaîne. Milano Sanremo pour essayer d'aller chercher un 5ème objectif de l'année. Donc la grosse question sur Milan-San Remo,
c'est quel choix on fait. Est-ce qu'on se dit qu'on accepte de regarder les favoris? Est-ce qu'on se dit qu'on accepte d'aller jouer au sprint, un petit peu comme si on jetait une pièce en l'air? Ou est-ce qu'on se dit qu'au final on va essayer de provoquer les choses dans le podio de manière classique? Ou est-ce qu'on va carrément essayer de provoquer autre chose un petit peu avant? Alors c'est vrai que dans les capis, c'est pas évident dans les capis de provoquer quoi que ce soit, parce que au final le peloton est tellement nombreux que ça roule. Il y a plein d'équipiers, ce qui implique qu'il n'y a pas grand chose à faire avant, je dirais au minimum la Cipressa. Mais même dans la Cipressa, c'est délicat parce que le pourcentage est sympathique, hein, et permettre de vraiment créer on va dire des petits effets d'élastique dans le peloton. Mais voilà, on y est. Donc je vais essayer de faire quelque chose, hein. Je vais vraiment essayer d'y aller avec Remco pour voir un petit peu comment ça peut réagir. Mais regardez, malgré l'effort de Remco, en fait, ça reste quand même les Astana et les De Koning Quickstep qui sont aux commandes, pour ainsi dire. Avec, ok, un étirement, je parlais juste avant, étirement du peloton, mais pas une grosse différence. Il n'y a rien à faire réellement. On se souvient, tiens, par exemple, d'un Nicolo Bonifacio qui avait tenté sa chance, lui, carrément, dans la descente de la Cipressa en 2019, IRL, hein, donc sur Milan-San Remo. Bah, il avait fait son petit numéro, il est du coin, hein, il est de pas très loin de là, Bonifacio. Quand vous vous baladez à San Remo, vous voyez plein de murs sur lesquels il y a son nom qui est tagué par ses supporters. Mais c'est voué à l'échec. Il s'était fait reprendre. Et voilà. Et début du Poggio, bah voilà, c'est là que ça démarre. Je crois qu'au final, il n'y a pas grand chose d'autre à proposer que l'alternative. Soit on tente quelque chose dans le Poggio, soit carrément on accepte l'idée de jouer un sprint. Mais un sprint avec Gaviria, un sprint avec Viviani, un sprint, bon, j'ai presque dire Groenewegen, mais au final il résiste un petit peu moins au Poggio, hein, Groenewegen. Quoi qu'il en soit, Tony Galopin est chargé d'être le dernier lanceur pour mettre sur orbite Mathieu Van Der Poel. On sait que l'endroit où il est bon d'attaquer, c'est maintenant, c'est-à-dire quelques dizaines de mètres avant la cabine téléphonique et le début de la descente du Poggio, hein, en quelque sorte. Et donc ça, c'est un coup qui peut marcher vraiment, allez, presque systématiquement. J'ai déjà fait une vidéo sur ça il y a plus d'un an, sur le fait de gagner en puncher. Et on voit d'ailleurs que dans la réalité, la tendance sur Milano-San Remo, après avoir eu combien de décennies de domination des sprinters, la tendance elle est plutôt pour les punchers, hein. Quand vous regardez 2017, scénario 2017, quand vous regardez ce que fait Nibali comme un puncher en 2018, quand vous regardez la victoire d'Alaphilippe en 2019 sur un groupe qui est quand même un groupe de gens qui ont particulièrement bien résisté sur le Poggio, la tendance du moment à San Remo, c'est victoire d'un puncher. Alors, pas nécessairement tout le temps en solitaire, mais sprint d'un petit groupe, ou alors solo pour Vincenzo Nibali. En tout cas, nous, on allait la prendre, et écoutez, c'est tout ce qui compte pour moi. On passe en Catalogne maintenant. Sondage, merci à tous ceux qui ont voté, je vous remercie énormément. Ça a été un plébiscite absolu pour le Tour de Catalogne dans son profil 2016. Donc, c'est parti. Quintana s'était à l'époque imposé en 2016 sur ce Tour de Catalogne. Tout ce qu'on va regarder, nous, avec notre équipe qui compte au final un leader, Omen, et quelqu'un qui peut être protégé ou qui peut avoir des opportunités, Remco Evenepoel. On va voir ce qu'on est capable de faire. Après, on est assez light, hein. Faut quand même le dire, on est très très léger. Donc sur la première étape, qui est assez classique, hein, on l'a souvent celle-là sur les Tours de Catalogne en étape 1. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire parce que la notoriété dans le jeu de Remco Evenepoel
elle n'est pas encore très forte. Il n'a pas encore de victoire retentissante, Remco, dans la partie. J'espère que ça arrivera un jour. Mais... Donc, je me suis dit, t'envoies Evenepoel. Je l'ai accompagné de, attention à prononciation, Versiev. Voilà, donc c'est délicat pour moi, c'est délicat pour un Français de prononcer un mot pareil, mais c'est comme ça qu'on dit. Je me le suis fait confirmer par des Belges. Merci à eux. Donc Versiev accompagne Evenepoel et évidemment on va faire la petite chasse aux grimpeurs, on va faire la petite chasse par-ci, la chasse par-là. Et j'ai une idée à la tête. Vous doutez bien que si je fais rouler, c'est pas juste pour aller chercher les points du classement grimpeur, hein, évidemment, si je fais rouler Versiev. Et donc, bah oui, on va essayer de se faire un petit coup à la Guidiche, pour ceux qui ont vu mon épisode Astana de l'époque, là. Je sais plus si c'était le 4 ou quelque chose de ce style. On va se tenter un petit coup à la Guidiche, le Kazakh Guidiche. Puisque si lui l'avait fait, je ne vois pas pourquoi Remco ne pourrait pas le faire, d'aller chercher cette étape en solo, hein, en s'échappant. Dans le final, il reste comme ça quelques kilomètres à boucler. Il y a une avance sur le peloton qui est assez sympathique. Et puis c'est pas nos deux poursuivants du jour, infortunés camarades d'échappée en l'occurrence, qui vont s'opposer à quoi que ce soit. Donc oui, pas de suspense inutile. Remco va aller s'imposer sur cette étape 1. Et ça va être un premier succès plutôt sympa pour lui sur cette saison 2021. Voilà, victoire World Tour, prise du maillot de leader pour Remco. Allez, c'est bien. On a au moins réussi à tirer notre épingle dans ce Tour de Catalogne. On ne sait pas si ça durera, parce qu'honnêtement, on ne fait pas partie des favoris, loin s'en faut. Mais au moins, on aura déjà existé un tout petit moment. Ça me fait déjà plaisir. Après, j'ai un petit souci avec l'étape 2 de ce Tour de Catalogne. Dans une petite image qui bouge là en bas à droite, là je montre à quel point en fait l'étape 2 elle est pas dispo. Je vais aller chercher comme je fais d'habitude, je vais aller chercher dans le fichier CM Stage Stages de la World DB, et en fait il y avait toutes les étapes du Tour 2016 de Catalogne, mais il n'y avait pas l'étape 2. Du coup je me suis rabattu sur l'étape 2 du Tour 2019, enfin de la version 2019 du Tour de Catalogne, qui n'est pas identique, hein, qui n'est pas identique quand on compare les profils, mais qui est quand même, on va dire, assez similaire sur le principe, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre à la victoire, soit d'un costaud, soit d'un sprinter, faut avoir, soit un puncher au sprint, soit un sprinter, mais on sait que traditionnellement le jeu n'envoie pas beaucoup de sprinters purs sur le Tour de Catalogne, ce qui est d'ailleurs pas hérétique, hein. C'est normal que le jeu n'envoie pas beaucoup de sprinters là-bas, même si il y en a souvent, parce qu'il y a quelques étapes pour eux, hein, donc IRL il peut y avoir des sprinters, on l'a déjà vu pas mal de fois, mais en l'occurrence là c'est Michael Valgren qui va s'imposer avec un Omen qui a tenté sa chance emmené par Remco Evenepoel. Mais en même temps, je vais pas battre Valgren au sprint avec Omen, hein, faut pas non plus délirer quoi. Donc c'est normal de perdre là-dessus, c'est pas grave. Allez, Omen, son terrain, c'est la montagne. Et là, on est sur l'étape encore une fois assez classique avec l'arrivée à la Molina. Donc celle-là aussi, on l'a faite, on l'a jouée, on l'a rejouée. On a plus ou moins l'habitude de cette étape 3, qui est un peu un classique, hein, du Tour de Catalogne. La grosse interrogation, c'est ça, comme je l'écrivais à l'écran, jusqu'où est-ce que Remco va tenir le coup. Voilà. Il est à 71 en montagne. Il y a eu une petite progression récemment dont je vous parlais vers le début d'épisode là sur Tirreno. Il y a eu une petite progression pour Remco. Du coup, il a un peu pris en endurance, il a un peu pris en montagne, il a pris un point, je crois, en CLM, quelque chose comme ça. C'est pas énorme, mais ça fait de lui encore un meilleur coureur, parce que notamment les notes physiques ont pris 1 ou 2 points chacune, quoi, ce qui est toujours pas mal, en moyenne en tout cas. Voilà,
Donc, on sait qu'on va devoir, comme ça, passer à ce sommet. Voilà. Ensuite, il y a une redescente. Et ce sera ensuite la montée finale qui comporte quand même une toute petite descente avant le dernier raidillon, en fait, hein, pour l'arrivée. Hein. Donc, attention, je ne me tue pas à répondre aux attaques. Surtout pas. Ce serait assez délirant. Attention, parce que la G2R roule pour Romain Bardet. Romain Bardet qui est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir vous en rendre compte sur ce Tour de Catalogne. Romain Bardet, il est au taquet. Il y a aussi Geraint Thomas qui est là. Il y a très très bons coureurs. N'oublions jamais que celui qu'on voit partir de Deceuninck Quick-Step là, c'est Carapace. Car dans cette partie, Carapace est chez Deceuninck Quick-Step. Donc marrant, hein, Deceuninck Quick-Step a fait le choix d'avoir un leader pour les tours en la personne de Carapace, qui est plutôt amusant. L'équipe se diversifie. Il ne reste pas qu'une équipe de punchers, de sprinters et de classic men. Et puis on va comme ça essayer de s'accrocher derrière, parce qu'au final, jamais on n'aura été en capacité de lutter face à... En l'occurrence, là, c'est Bardet qui va s'imposer devant Spilak. Assez surprenant. Spilak, 3ème place pour l'équatorien Carapace. Et notamment, signaler aussi un bon Omar Fraile. Hein. Pas mal, hein, vu ses notes. Franchement, il termine super bien, le gars. Et Remco, il est pas loin de sauver son maillot. Il est pas loin, mais non. Donc, ça va se jouer à quelques secondes. Remco, il va lâcher son joli maillot de leader au profit de Romain Bardet, qui le mérite amplement, vu la victoire d'étape là au sommet de la Molina. Voilà. Et on enchaîne avec une deuxième étape difficile, une deuxième étape sur laquelle des différences peuvent s'opérer. C'est l'étape donc 4, non voilà 3 juste avant, 4 à l'instant, j'ai du problème avec les numéros. Voilà, on a notamment dans cette étape là, regardez la difficulté qu'on va amorcer là, elle est pas évidente. Mine de rien, c'est une montée qui dure super longtemps. Alors certes, les pourcentages sont pas très forts. Ils sont pas très forts, mais pour ce qui est d'épuiser nos équipiers, par contre, c'est largement suffisant. On est en souffrance. On est en grosse souffrance sur cette étape 4. Vous allez voir que franchement ça va exploser encore une fois. Délicat. Allez, il faut arriver jusqu'au sommet en essayant de garder encore un équipier en plus de Remco et Omen. Et puis en fait vous voyez il y a Merciav qui lâche le coup. Le petit Guéno il avait lâché aussi, alors qu'il n'est pas mauvais. Hein. Il est intéressant, hein, mais rien à faire. On se retrouve avec juste Evenepoel et Sam Omen. Vous allez me dire c'est pas mal, déjà au moins il y en a 2. Si j'en avais qu'un seul, ce serait bien pire. Là, petite situation un poil énervante là. Omen qui se prend une mini cassure dans une descente. Par moment, il m'exaspère. Je vais être franc. Il m'exaspère. Et dans ces moments-là, ça me rappelle la partie Lotto Soudal, quand j'avais fini par traiter Omen au final comme un vulgaire équipier de grand tour, tellement, à force d'avoir été déçu toutes les fois où je lui avais fait confiance pour être leader, en fait, à chaque fois j'avais été déçu, et ça m'avait donné du coup plus du tout envie de miser sur lui, et donc plutôt l'utiliser comme équipier. J'espère vraiment qu'on va pas en arriver là, mais il est beaucoup trop tôt pour en juger. Et puis surtout, je pense que Omen a vraiment de la marge de progression. Mais ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'il progresse sur les notes physiques. Parce que j'ai l'impression que montagne et vallon, ça tient déjà la route. Par contre, sur les notes physiques, il est pas dégueulasse, hein, il est déjà dans le vert. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est là qu'il se fait bouffer en fait par moment. À moins que ce soit une histoire de formule du jour. Et qu'au final, là par exemple, notre plus 1, il est assez malheureux. Regardez, on est obligé de laisser partir. On est obligé de laisser partir les hommes forts. Omen, du coup, il y va au train, mais certainement pas en capacité, Omen, d'aller... il y avait eu un énorme Patrick Conrad, là, qui est chez Ineos dans la partie. Un Richie Porte qui avait tenté sa chance, mais qui au final est largement
lâché par Carapace, Thomas et Bardet qui sont vraiment les trois plus forts. Attention à Michael Woods aussi en lutte pour ce qui devient, vous avez compris là il faut être réaliste, hein. Ce qui devient mon nouvel objectif, hein, c'est quoi? C'est top 5. Hein. Top 5. Est-ce que je peux espérer autre chose que top 5 avec les énormes coureurs qu'on a devant nous? Bah non, il va falloir être modeste. Après tout, une année plus tôt, le Tour de Catalogne, on le simulait parce qu'on n'avait pas le matériel pour y participer et pour pouvoir prétendre à quoi que ce soit. Donc là, bah, on n'est plus en situation où on le simule, on est en situation où on joue un top 5. Et bon, bah je me dis, allez, c'est pas si mal. Je vous montrerai la fin de ce Tour de Catalogne dans l'épisode 18. Et pour terminer là, cet épisode numéro 17, on va déjà se donner, allez, un petit avant-goût des Flandriennes avec ce qui est la première, même si elle est pas très, elle regorge pas de pavés, hein, bien sûr. Hein. Et elle est plutôt partie pour se jouer au sprint assez systématiquement. Des fois il y a du vent, faut faire gaffe, là, vous avez vu 24 km/h. En tout cas on surveille le vent toujours dans ce type de course notamment. Donc là, 3 jours de Bruges-La Panne. Je considère presque ça comme une mini répétition avant Gand Wevelgem, une semaine plus tard, même si il y a quand même une différence de taille, c'est que à Gand Wevelgem, vous avez les tout meilleurs qui sont tous là. En tout cas, beaucoup parmi les tout meilleurs sont là, surtout les sprinters. Et ils sont difficiles à décramponner, hein, on peut en parler, j'ai des petites mauvaises expériences en la matière. Alors que sur les 3 jours de Bruges-La Panne, qui est World Tour, mais qui est World Tour classe B, tout comme la Cadel Evans, tout comme la Strade Bianche et d'autres, à travers la Flandre un petit peu plus tard, que j'espère aussi traiter dans l'épisode 18, très clairement. Bah en fait, il y a un moindre plateau. En fait. Le plateau est moins relevé sur les classiques World Tour classe B que sur les classes A. Bon, acceptons-le, c'est pas une nouveauté. Voilà, Omloop aussi en fait partie, hein, Omloop Last News. Et j'avais tenté ma chance avec Van Barle, mais ça n'avait pas marché. Van Barle se fait choper pas longtemps et se fait en prendre à 2 bornes de la fin. Et du coup, allez, on sort notre plan initial. Notre plan initial, c'est d'essayer de battre les sprinters. Et on a de la chance, puisque quand même on y est arrivé. Notamment, victoire par rapport à quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, hein, Elia Viviani. On s'impose notamment face à Viviani. Donc ça fait plutôt plaisir. Victoire assez propre. Et puis voilà, il y aura toute une suite que je vous présenterai avec plaisir dans pas très longtemps, hein, environ une semaine, toujours. Et d'ici là, portez-vous bien, bon cyclisme à tous, excellent championnat du monde à tous, à plus, bye bye.